J'ai commencé à la maison avec le piano. Et pas pour être musicien, mais comme éducation normale. Après 1 an et demi, j'ai eu un copain en face de moi, voisin, il a joué le violon. Alors, parce qu'il a joué le violon, je voudrais jouer le violon. C'était pas que j'étais à l'âge de 3 ans au concert, et je suis allé à la maison et j'ai commencé une demande pour le violon. C'est pas vrai, ça. Non plus que je suis allé à l'âge de 5 ans au concert, je suis venu à la maison et j'ai joué tout le concert par mémoire. Ça, c'est ce que racontent les historiens. C'est des historiens, oui. Et c'est des histoires qu'on peut lire dans les livres. Pour moi, c'était une réaction. Et on a trouvé, quand j'ai commencé à essayer le violon, quand j'avais 8 ans, que j'ai un certain talent. Mon ami qui a joué le violon ce temps-là, maintenant, il vend l'assurance. Moi, je suis encore violoniste. Après quelques années, quand j'avais 12 ans, 13 ans, je me suis aperçu qu'il y a quelque chose qui a commencé sous les doigts ici. Quelque chose que je pourrais faire moi-même. Quelque chose de plus que les notes. En ce moment, j'étais sûr que je serais violoniste. Mais ce n'était pas un moment psychologique. Oui, ça n'a pas été la révélation, non. Au fond, c'est venu, non. Ça a mûri en vous. C'est ça. En vous. C'est ça. Oui. Et peut-être, c'est différent avec chaque musicien, vous savez. Et certainement, pour chacun, il doit vivre avec les raisons pour qui il est devenu musicien. Et votre éducation de violoniste s'est faite alors aux États-Unis, n'est-ce pas? Aux États-Unis, complètement. Oui. Je crois que c'est même un cas assez rare, parce que la plupart des grands violonistes ont fait au moins un stage en Europe avant de se comme lancer nous dans la sommes carrière. arrivés en Amérique quand j'avais 10 mois, et je n'étais jamais en Europe avant 1948, c'était plus difficile pour moi de dire que j'ai commencé en Europe. Certainement, on peut dire que les premières 10 mois que nous avons passé en Russie et en allant en Amérique, j'ai commencé à avoir certaines influences de la Russie. Après, enfin, j'avais 10 mois. Oui, vous êtes né en Russie et vous avez quitté la Russie à l'âge de 10 mois. C'est ça. Oui, alors évidemment, il ne reste pas grand-chose. Oui. Il me semble me rappeler votre première apparition en Europe. Est-ce que la Suisse n'a pas fait partie aussi de vos premières tournées? Premier concert en Europe, c'était au Festival de Lucerne. Je pense que c'était le concerto de Mendelssohn avec Charles Munch. C'est ça. Enfin, oui, c'était l'été de 1948. Isaac Stern, il y a un grand moment déjà que je lorgne votre violon. Cet instrument qui est magique quand il est entre vos mains. Qu'est-ce que vous avez comme violon? C'est un Guarneri del Gesù, qui fait en Cremone en 1740. Et curieusement, ce violon, c'était le violon de Eugène Ysaÿe. Sur ce violon, il a fait sa carrière. À l'intérieur, il y a un petit ticket où il a écrit « Ce Guarneri del Gesù fut le fidèle compagnon de ma carrière », signé Eugène Ysaÿe, 1928. Alors, c'est le violon que je joue maintenant. Je dois dire que, je ne sais pas s'il y a quelque chose psychologique dans ça, mais je trouve un certain rapport avec le violon, même avec la vie d'Ysaÿe. Quelquefois, on m'a demandé si je voudrais entendre quelqu'un qui je choisirais. Et j'ai pensé de ça. Il n'y a que 2 violonistes dans l'histoire, Paganini et Ysaÿe. C'est Paganini qui a établi le violon dans une façon on n'a pas pensé avant lui. Et c'était Ysaÿe qui a continué la tradition du violon comme la voix. Parce que c'était seulement avec Ysaÿe qu'on a commencé le vibrato tout le temps. Avant ça, c'était utilisé de temps en temps, mais jamais, constamment mais quand nous parlons, la voix, elle a une certaine vibration. Alors, il a pensé la même chose. Avant ça, on a joué sans vibration, on n'a pas joué juste.
Il était presque le premier qui a vraiment joué, qui a demandé que l'orchestre et le violon seraient accordés. C'est curieux quand on parle des traditions de la musique, on dit « Oh, celui-là, il joue, Monsieur X ne joue pas dans les grandes traditions, ce n'était pas les traditions de ce temps-là. » C'est intéressant, même amusant, de penser quelquefois quand on discute les traditions du violon, que c'était Isaïe qui a employé pour la première fois un vibrato régulier. Avant, on a utilisé les vibratos, mais comme un accident de temps en temps pour faire un certain effet. Mais c'est lui qui a déjà employé le vibrato comme on emploie la voix. Et que c'est presque pendant sa vie qu'on a seulement commencé à accorder l'orchestre. Imaginez-vous un orchestre qui joue tout le temps. Et et si on joue... Et on parle des traditions de ce temps-là. Faites attention si on reprend ce morceau et qu'on dit, voilà, Isaac Stern qui joue le concerto de Beethoven. Alors, il y a de temps en temps, on fait des erreurs dans tous les arts. Bon. Mais enfin, c'est nécessaire de trouver des vraies traditions avec une certaine intelligence, un certain goût. Mais on trouve les traditions dans la musique. Et la chose qui est très intéressante pour moi, la plus importante, est que la musique est plus importante que l'artiste. Ça veut dire que vous pouvez trouver 5 artistes qui peuvent jouer la même chose, complètement différents. Et dans chaque cas, c'est très bon et c'est valable. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a quand plaisir renouvelé à entendre les mêmes œuvres. Quand la musique ne sort pas, alors c'est pas bon. Bien sûr. On peut faire... Il n'y a pas... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire forte et piano? Il n'y a pas... Jusqu'à ce point, c'est forte et après ce point, c'est piano. Non, c'est des mots de comparaison. Oui, d'ailleurs, tous les signes de la musique sont des signes froids, et n'est-ce pas? C'est pourquoi qu'il faut interpréter, bien entendu. Quand on peut lire des discussions, si M. X, M. Y a fait... c'est très intéressant, mais pas dans les traditions. Quelle tradition? De quelle tradition parle-t-il? Je ne sais pas. Il y a d'autres traditions, puisque nous en parlons aussi, qui concernent les programmes des récitals. Je me rappelle que dans ma jeunesse, chaque récital faisait toujours une part à la fin à des petits morceaux brillants, Kreisler, Paganini, Sarasate, etc. C'est une tradition qui semble être perdue maintenant. On recourt beaucoup plus à des œuvres sérieuses, même à des sonates. Oui, c'est ça. C'est les programmes aussi que vous faites vous-même. Mais je le regrette. Oui. Je pense que vous voulez dire la même chose. C'est-à-dire, je veux dire, quelquefois, les petits morceaux de la fin de concert faisaient plaisir. Oui, parce que ça donne... Enfin, si vous allez dans un grand restaurant, voir un grand repas, on ne peut pas commencer avec la viande, continuer avec la viande et finir avec la viande. On peut avoir un peu un dessert, ou même Alaska, ou crêpes Suzette, ou des fruits flambés. Il y a des petites choses qui sont flambées aussi, qui sont très bons pour le public. Et en même temps, on peut montrer une autre façon, un autre visage de l'artiste. Et en même temps, c'est dans la tradition de l'instrument. Pourquoi pas jouer de Kreisler ou des œuvres de Wieniawski? Pas tout le programme, mais quelque chose. Je suis complètement d'accord. Il y a quelques concerts, les concerts de Viotti, par exemple, qui sont très, très beaux et qu'on devrait jouer un peu plus. Et je me demande de temps en temps aussi si peut-être nous ne sommes pas trop constrictés par les programmes. Quelquefois, on peut jouer... Je n'ai pas encore essayé ça, mais je pense ça de temps en temps. Peut-être jouer en trio pendant le concert.
Ou, par exemple, l'aria Erbarmedi de Passion sympathique de Bach, avec une grande chanteuse. C'est un plaisir, c'est la musique que j'adore. Pourquoi pas pendant... Oui, peut-être qu'on viendra à ces formes de musique être pour un faire peu plaisir, libre. de musique de chambre. Peut-être c'est une idée aussi pour les concerts, les concerts symphoniques aussi. Pas toujours seulement les limites strictes comme nous avons trouvé maintenant. Oui. Enfin, vous ne méprisez pas, vous, ce qu'on appelle les petits morceaux de fin de concert. Non, je les aime beaucoup. Aussi, de temps en temps, nous finissons. Certainement, on joue des bis et on joue des petits morceaux. Et il y a, et pour être complètement honnête, on doit dire qu'il y a une grande part de la public qui attend les bis à la fin. On peut dire, oh oui, les sonates étaient mais vous voyez, je me rappelle très bien le dernier bis qu'il a joué. Ça arrive très souvent. Quelle est votre position vis-à-vis de la production contemporaine? Enfin, position, je dis on ne devrait pas avoir une position, mais je crois quand même on est obligé de poser cette question, car enfin la production contemporaine, si l'on pense à l'instrument, nous parlions de l'instrument, il y a une certaine production contemporaine qui est tout de même un peu contre l'instrument. Complètement. Alors, si vous employez le mot contemporain, alors c'est beaucoup après Bartók et Berg et Stravinsky et tout ça. Ce sont déjà des classiques. Des classiques. Bon. C'est un peu difficile. Vous savez, nous avons lu trop de l'histoire de la musique, attaquée sans espoir, tout qu'on essaie de trouver maintenant, les expériments contemporains. En même temps, comme vous comprenez déjà, je trouve qu'il y a une certaine base humaine pour moi dans la musique. Quand vous voulez prendre l'instrument et... Oui, et passer derrière le chevalet. Et ça, et les autres choses, c'est peut-être des effets, de temps en temps, très intéressants. Des sonorités qui peuvent être vraiment valables, intelligentes, avec une certaine raison. Mais pour l'appeler la musique, dans notre sens, ça c'est difficile pour moi. Peut-être j'ai tort. Peut-être je suis trop vieux. Peut-être la musique est déjà passée le temps pour moi. Mais je trouve aussi qu'il y a une certaine chose qu'on peut demander toujours, n'importe quelle époque, de quelle époque on parle. Ça, c'est un certain talent. On doit avoir du talent, enfin, pour être compositeur, pour être... Moi, je suis seulement un récréateur, pas un créateur de la musique. La récréation de musique, c'est pas si important comme la création. Nous sommes des talents. Les compositeurs sont des génies, les vrais génies, ceux qui peuvent créer quelque chose. Pour chaque époque, ils doivent avoir quelqu'un, ou plusieurs, 1, 2, 3, 4, qui ont assez de talent pour prendre tous ces expériments ensemble et trouver un chemin. J'ai peur que pour le moment, les expériments existent, le chemin n'est pas encore trouvé, et l'homme qui peut vraiment dire maintenant nous sommes sur la bonne route n'est pas encore arrivé. Non. C'était pas que j'étais à l'âge de 3 ans au concert et je suis allé à la maison et j'ai commencé une demande pour le violon. C'est pas vrai, ça. Non plus que je suis allé à l'âge de 5 ans au concert, je suis venu à la maison et j'ai joué tout le concert par mémoire. Ça, c'est ce que racontent les historiens. C'est des historiens. Moi, je suis encore violoniste. Après quelques années, quand j'avais 12 ans, 13 ans, je me suis aperçu qu'il y a quelque chose qui a commencé sous les doigts ici. Quelque chose que je pourrais faire moi-même. Quelque chose de plus que les notes. En ce moment, j'étais ici.
Et c'est des histoires qu'on peut C'est lire la dans légende. dans les livres. Pour moi, c'était une réaction. Et on a trouvé, quand j'ai commencé à essayer le violon, quand j'avais 8 ans, que j'ai un certain talent. Mon ami qui a joué le violon ce temps-là, maintenant, il vend la sûr que je serai violoniste. Mais c'était pas un moment psychologique. Oui, ça n'a pas été la révélation, Non. au fond, c'est venu, Non. ça a mûri en vous. C'est ça. En vous. C'est ça. Oui. Et peut-être c'est différent. J'ai commencé à la maison avec le piano. Et pas pour être musicien, mais pour, comme éducation normale. Après 1 an et demi, j'ai eu un copain en face de moi, voisin, il a joué le violon. Alors, parce qu'il a joué le violon, je voudrais jouer le violon.